Bonsoir à toutes et à tous. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de tirage au sort. Et là, on va essayer d'avoir une vision un peu plus globale de ce qu'est le germe démocratique athénien. On essaie de comprendre un peu les mécanismes dans les grandes lignes. Et pour ce faire, il m'a semblé important de refaire quelques rappels sur des idées fondamentales extrêmement importantes qui selon moi, doivent être pensées comme une sorte de base qui a servi aux Athéniens à ériger leur démocratie. Et donc bon, j'en aurais peut-être oublié, en tout cas ce que j'ai retenu moi, c'est le principe d'isonomia. Donc l'isonomia, c'est l'égalité politique pour tous les citoyens et qui est notamment garantie par le tirage au sort. Donc ça, je vous renvoie à ma dernière vidéo, je ne vais pas rentrer plus dans les détails là aujourd'hui. Et puis il y a un autre principe qui est pour moi certainement le plus important, que j'ai nommé le principe de défiance. À savoir que les citoyens athéniens ne faisaient pas du tout confiance à d'autres citoyens qui avaient à un moment donné un quelconque pouvoir dans leurs mains, pour que ces derniers en usent d'une bonne façon pour la cité. Voilà, c'était tout le contraire. Ils se défiaient formidablement de ces gens-là. Et ça explique tout leur système de surveillance, de contrôle de ces citoyens qui avaient à un moment donné donc un quelconque pouvoir entre les mains. Donc ça, j'y reviendrai un petit peu plus loin dans la vidéo. Après, une idée importante aussi, c'est celle que la liberté politique, c'est d'être gouvernant et gouverné tour à tour. Voilà, donc c'est l'idée d'être des deux côtés de la barrière. C'est pas seulement subir, c'est pas seulement choisir, c'est aussi participer à proposer ce qu'on peut choisir aussi. Voilà, être actif d'une autre manière. Donc ça se traduit par l'égale possibilité pour tous les citoyens d'accéder aux magistratures. Et puis si on pousse donc un peu plus loin, c'est la possibilité aussi de ne pas seulement voter les lois, de ne pas seulement choisir les lois, de ne pas seulement les subir, mais aussi de les écrire, de les proposer. Voilà. Et puis un dernier principe, qui est le principe de l'iségoria. Donc l'iségoria, c'est le même droit d'accès à la parole pour tous les citoyens. Et ça c'est formidable parce que c'est un encouragement au débat, à libérer la parole. Et donc tous ces débats, ils ont lieu dans des agoras, donc c'est lieux multiples où les citoyens se regroupent et décident de parler, de mettre en commun leurs pensées, de les soumettre au feu de la critique d'autres citoyens, etc. Donc ça c'est extrêmement important, quoi. Voilà, donc ça c'était les idées un peu fondamentales pour moi. Et maintenant on va justement aller voir un petit peu plus dans les détails c'est ce qui se passe pour ces citoyens qui ont du pouvoir à un moment donné dans leur vie au cœur de la cité. Donc là on va parler des magistratures. Et au lieu d'en parler pas très bien, je vais plutôt citer toujours dans ce formidable bouquin, Principe du gouvernement représentatif de Manin, un paragraphe qui est vraiment très très bien écrit, très court et très très clair sur le sujet. Donc voilà, je préfère citer plutôt que de faire moins bien. Donc voilà, je me lance et puis je vais un peu commenter au fur et à mesure. Alors, la démocratie athénienne confie à des citoyens tirés au sort la plupart des fonctions que n'exerçait pas l'assemblée du peuple, nommée ecclésia. Ce principe s'appliquait tout d'abord aux magistratures proprement dites. Sur les quelques 700 postes de magistrats que comptait l'administration athénienne, 600 environ étaient pourvus par tirage au sort. Donc 600 postes pourvus par tirage au sort sur 700. Donc c'est énorme, là c'est une écrasante présence du tirage au sort. Les magistratures attribuées par le sort étaient en général collégiales, les charges duraient 1 an, donc là on a affaire à des mandats courts. Un citoyen ne pouvait pas exercer plus d'une fois la même magistrature, donc mandat non renouvelable, et même s'il pouvait être nommé
à plusieurs magistratures différentes au cours de sa vie le calendrier de la réédition des comptes, empêcher de fait qu'un individu fût magistrat 2 années de suite. Donc en plus, à la fin de son mandat, il doit expliquer pourquoi il a décidé de faire ci, faire ça, etc. dans les détails. Voilà. Ça, c'est la reddition des comptes. Tous les citoyens âgés de plus de 30 ans et qui n'étaient pas sous le coup d'une peine d'atima pouvaient accéder à ces magistratures. Donc l'atima, je le répète, c'est la privation pour un temps donné des droits civiques. Donc c'est-à-dire que les citoyens pouvaient décider que tel autre citoyen n'avait pas bien agi, n'avait pas bien fait son travail et donc pouvait le condamner à l'atima, c'est-à-dire le priver pendant un temps donné de ses droits civiques. Donc il y a sanction quand le travail n'est pas bien fait. Voilà. Donc je continue. Ceux dont les noms avaient été tirés au sort étaient soumis à l'épreuve de la dokimasia avant de pouvoir entrer en fonction. Donc ça, l'épreuve de la dokimasia, c'est plutôt c'est une formalité plutôt, hein, mais c'était une sorte d'épreuve pour voir si on acceptait que tel ou tel citoyen accède à une magistrature. Voilà. Donc on peut aussi prendre quelques minutes pour s'amuser un petit peu et puis faire un comparatif avec ce qu'on a aujourd'hui. Alors est-ce qu'on a du tirage au sort? Est-ce que les mandats sont courts, non renouvelables? Est-ce que nos représentants politiques ont des comptes à nous rendre? Est-ce qu'ils se mettent là face aux citoyens et ils expliquent pourquoi ils ont fait ci et ça? Et puis surtout, est-ce qu'on peut les sanctionner? Voilà, je sais pas, la question se pose parce qu'on voit quand même que la plupart des élus passent au-dessus de la loi. Voilà, ils ont dit passe droit, la loi c'est pour les autres et puis pas pour eux. Voilà, et il y a une chose aussi qui n'est pas présente dans ce paragraphe, mais il y a aussi la possibilité de révoquer à tout moment ces magistrats. Voilà, donc aujourd'hui, on en est très très loin. Et une toute dernière chose aussi, pour revenir en fait sur le fait que les citoyens peuvent écrire eux-mêmes leurs lois, il faut parler de 2 choses. Donc ces citoyens s'assembler, voilà, une assemblée de citoyens, j'insiste bien là-dessus, c'est pas une assemblée de représentants comme on a aujourd'hui. Donc là, une assemblée de citoyens, et puis il y avait la boulée, le conseil. Alors là, c'était aussi des citoyens, donc tirés au sort, et qui proposaient des lois et des textes de loi et qui étaient soumis au vote de l'ensemble des citoyens de la cité. Et il n'y a pas que la boulée qui pouvait proposer donc ces lois, et l'assemblée elle-même là pouvait très bien tirer de leur discussion des idées qui leur semblaient vraiment importantes et dire voilà, nous on voudrait légiférer là-dessus. On voudrait que les citoyens de la cité se prononcent sur tel thème, telle question. Voilà, donc un rapport direct entre le pouvoir législatif et les citoyens. C'est eux qui font les lois, et ça c'est une idée vraiment très importante. Donc là, pareil, si on fait un comparatif avec aujourd'hui, on en est aussi très très loin. Voilà, donc j'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire là-dessus. Ça permet d'avoir une vision d'ensemble, un peu du germe démocratique athénien, et c'est quelque chose de tout à fait perfectible, hein, je veux dire, il faut y repenser, il faut l'adapter au monde d'aujourd'hui, etc. Mais n'empêche qu'il y a certaines idées basiques comme ça qui me semblent extrêmement pertinentes et dont on devrait vraiment se pencher là-dessus, quoi, et puis s'en inspirer. Voilà, allez, ciao.